Donc, que dire sur le canal? Le canal, c'est la persistance du canal artériel en dehors de la prématurité, qui est une persistance naturelle parce que le bébé est né avant 37 semaines. Un nouveau-né, à terme, ferme son canal en 1, 2, 3 jours ou 3 semaines. C'est-à-dire que le canal persistant au-delà de 3 semaines, donc on va dire d'1 mois, est considéré comme malformatif. Indépendamment de ça, on ne peut pas parler de canal artériel persistant. C'est assez fréquent, un peu plus la fille que le garçon. L'altitude favorise le maintien du canal artériel. La rubéole, ça n'existe plus, c'est un facteur de risque. Évidemment, on ne parle pas du canot et des cardiopathies congénitales, ni de l'hypertension artérielle pulmonaire, qui peut être un facteur favorisant la persistance du canal. Donc, on va vraiment parler de la persistance du canal artériel, le fameux souffle continu, dont on a 3 catégories, en fait. On a la catégorie rouge qui est... bon, la blanche, j'en parle pas, c'est le canal Eisenmenger. Parce qu'on n'en voit pas, quoi. On n'en voit plus. Le rouge, c'est le canal très symptomatique. Et c'est très rare. On en a eu un récemment à Toulouse, ça arrive pas par an, quoi. Vous avez un canal, un enfant qui arrive comme la CIV2B, quoi, hein, en marasme, en difficulté cardio-respiratoire et avec un débit très élevé. Là, on ne se pose même pas la question. On verra quel type de fermeture il faut faire, mais il faut la prendre en charge. Et puis après, vous avez le canal vert et le canal orange. Le canal orange, c'est le canal qui souffle, qui est restrictif. Il n'y a pas d'hypertension pulmonaire, hein, parce que c'est un canal conique, ce n'est pas les canaux de prématurés. Hein, donc, il y a une perte de charge et il y a un différentiel entre l'aorte et la paix. Donc, on a un flux systolo-diastolique véloce, même si on ne peut pas vraiment appliquer le Bernoulli. Et puis, mais il y a une dilatation des cavités gauches. Il y a un PQS significatif. On ne va pas avoir trop d'état d'âme à le fermer. On est un peu dans l'équivalent de la CIV2A. Sauf que là, on a une façon percutanée simple de le fermer. Donc, on ne va pas être... Voilà. Et puis, il y a le canal, qu'on appelle le petit canal, où il n'y a pas de dilatation VG, j'ai juste un petit souffle. Et là, on va être dans est-ce qu'il faut le fermer ou pas, tellement il n'est pas gros. Et on va dire, heureusement pour les cathétériseurs interventionnels, qu'il y a ces canaux artériels, parce que ça représente un lot important des cathétérismes, puisque c'est la fermeture préventive de l'endocardite. Alors, on va y revenir. On ne ferme les canaux que soufflant, un flux systolo-diastolique, et avec un risque endocarditique démontré par le fait que vous avez un vrai flux qui va dans l'artère pulmonaire jusqu'à l'aval. On va y revenir à partir d'images. Donc, le souffle, voilà, donc, dit souvent aux jeunes étudiants, ce n'est pas un double souffle, c'est un souffle continu. Ouais, mais c'est quoi la différence? Ben oui, mais c'est parce que ça couvre les bruits du cœur. Hein, c'est le sous-claviculaire gauche, le renforcement télésystolique. C'est celui que le pédiatre, d'ailleurs, pour le médecin généraliste, peut diagnostiquer. C'est d'ailleurs le seul caractéristique d'un souffle en cardiopathie congénitale. La CIV est assez caractéristique aussi en termes de souffle. Et le canal artériel, sachant qu'il y a très peu de diagnostics différentiels. Quand ça souffle en continu, c'est un canal, sauf l'exceptionnelle fistule coronaro-cardiaque, ce qui est quand même tout à fait rare. Vous n'avez pas trop d'autres diagnostics. Quand ça ne souffle pas, même si on voit un canalicule en écho, c'est un cœur normal. Alors, la présentation sous forme d'endocardite, moi, je n'ai jamais vu. Hein. Je dis que ça existe, mais je n'en ai jamais vu. C'est-à-dire révélant le canal artériel. Mais ça peut exister, hein, peut-être. Alors, qu'est-ce que ça va faire comme symptôme? Alors, ça, c'est le gros débit. Ça fait comme une CIV, quoi. Hein. Symptomatologie dans les très gros canaux, hein, cardio-respiratoire, difficulté de la prise pondérale, dilatation des cavités gauches. Vous avez le signe, je vous ai dit, il y a une seule chose à faire, c'est palper les poux fémoraux. Vous avez les poux qui bondissent sous vos doigts. Voilà.
Alors, l'échographie, en fait, du canal artériel, elle n'est pas si facile que ça. Et j'étais un petit peu polémique quand tu m'as dit la taille à orthogé, mais c'est parce qu'avec nos amis néonates, on essaie vraiment de leur faire comprendre que c'est pas parce qu'on voit voilà, le canal artériel, ça s'examine de façon particulière, ça se mesure, pas forcément avec le Doppler couleur qui élargit. Enfin, il y a un certain nombre de... Et là, vous avez, en fait, c'est là où vous auscultez le maximum du canal. Vous êtes entre les deux. Vous êtes entre là, il n'y a pas de canal sur cette incidence. Vous êtes entre la crosse aortique qui déroule l'arche aortique de façon classique et le petit axe avec la bifurcation pulmonaire. Je n'ai pas de technique à vous dire, vous la verrez en pratique. Mais c'est une incidence très importante. C'est l'incidence sous-claviculaire gauche, encore une fois entre le susternal et le parasternal grand axe, qui va par un petit basculement vous passer de la bifurcation à l'isthme aortique. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est la meilleure incidence aussi pour la coarctation, qui est totalement intriquée dans l'isthme aortique et pour le canal artériel. Donc le canal artériel, on sait que c'est difficile anatomiquement de définir très bien un canal artériel. C'est-à-dire il y a plusieurs publications qui ont essayé de comparer les diamètres angiographiques au diamètre échographique du canal. Et on voit que c'est très disparate. Ce n'est pas forcément les gros échographiques qui sont les plus gros angiographiques, parce qu'on a du mal, ils sont tortueux, on a du mal à voir l'anatomie. On rappelle que le canal artériel, ça va de l'isthme à l'origine de la branche pulmonaire gauche, proche de la bifurcation. Mais ça peut avoir un trajet plus ou moins tortueux. Hein. Ce n'est pas les canaux des prématurés, eux, qui sont des canaux tubulaires. C'est l'autoroute, quoi. Le canal de prématuré, le canal est plus gros que la aorte descendante. Là, ce sont des canaux malformatifs. Donc, Krichenko a développé plusieurs formes anatomiques de canal, mais parfois en échographie, c'est difficile de voir l'anatomie exacte. Alors, on dit, ça ne change pas grand-chose, parce que de toute façon, il va faire une angiographie pré-interventionnelle, donc il va pouvoir mesurer. Mais néanmoins, et on en discutait avec Clément sur un canal artériel très large qu'on n'a pas pu fermer par voie percutanée, qui a dû être opéré, de discuter dans ces formes très larges de canal artériel, où on peut indiquer éventuellement une fermeture, ou dans les canaux de l'adulte, parce qu'on a également des dépistages tardifs de canaux artériels, où là, on ne voit rien chez l'adulte. Parce que tout ce qu'on décrit là, un adulte, il ne sait pas faire une suprasternale. Les incidences sous-claviculaires, souvent, on ne voit pas. Hein. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas, c'est qu'on ne voit pas. C'est trop loin, l'isthme aortique en suprasternal chez l'adulte. Et donc, là, on peut être amené à faire de l'imagerie par scanner. Ça reste marginal par rapport à tout ce que peut nous apporter l'écho dans un canal. Alors, voilà ce qu'on voit. Un canal artériel, donc vous avez une image en bas à droite en dynamique. On voit un canal avec un flux bleu vers la bifurcation, un flux rouge qui va vers la valve pulmonaire, qui n'est pas très véloce, hein, donc qui est probablement pas très restrictif. D'ailleurs, l'image en haut à droite n'est certainement pas celle de l'enregistrement Doppler. Et vous voyez qu'en parasternal petit axe, vous êtes finalement relativement bien aligné pour le flux Doppler. Alors, le canal artériel, donc je vous ai dit, on fait le diagnostic. Bon, il n'y a pas grand-chose à décrire. La taille, alors avant, il y avait le cutoff du 2 mm. Si c'était plus de 2 mm, c'était forcément une prothèse bouchon, en place ou autre. Et si c'est moins de 2 mm, c'était des coils. Mais bon, on discutait avec Clément, il paraît que les coils sont en train de disparaître parce qu'ils sont plus distribués et qu'il y a plein de plugs vasculaires qui sont apparus qui peuvent fermer toute forme de canaux artériel. Donc il n'y a plus cette dichotomie, mais néanmoins, le moins de 2 mm, c'est le canal très restrictif qui tient peu, qui ne dilate pas les cavités gauches. Le canal moyen 2-5 mm, mais encore une fois, où est-ce que vous mesurez le canal? L'ampoule aortique, certainement pas. Le bout pulmonaire, probablement. Les néonates le mesurent avec le Doppler couleur, certainement pas. Le Doppler couleur, on sait que ça a une résolution spatiale qui n'est pas bonne. Donc ça amplifie. Vous avez les turbulences, vous avez la PISA en avant donc vous n'allez pas exactement le mesurer, il faudrait le mesurer à la vena contracta, mais vous majorez. Donc il vaut mieux faire 2D, 2D couleur et le mesurer ici sur du 2D. Mais là, il faut avoir vraiment l'incidence. Vous voyez l'abouchement, ce n'est pas facile, hein. C'est pas facile à mesurer. Et après, vous allez voir le signal direct, comme pour la CIV du Z-score.
Mais finalement, dans la mesure où l'ultime décision, autant dans la CIA, je ferme pas, chirurgie ou caté, ou dans la CIV, j'opère pas, si ça se ferme pas, je fais rien ou du percutané. Autant dans le canal artériel, pas tous ces débats. C'est je l'entends pas. Si je l'entends, je le ferme. Et si je le ferme, c'est du caté. Donc, en gros, c'est comme ça. Mais quand même, pour préparer le cathétérisme, c'est quand même bien de le saler. Alors voilà les recommandations. Donc, vous voyez, vous avez les canaux, on ferme certainement s'il y a du débit, l'augmentation du volume ventriculaire gauche. Il faut évidemment qu'il soit restrictif, que les pressions pulmonaires soient basses, ça c'est une certitude. Mais si elles sont un peu élevées, comme dans les CIA, on va souvent être amené quand même, après un cathétérisme, à les fermer. Et que la device closer soit la méthode de choix, qui encore une fois est un peu discutable. Hein. Les chirurgiens nous disent, mais attendez, si vous fermez un cathé par... si vous indiquez une fermeture de shunt par cathé et que vous ne pouvez pas le faire par cathé, on le fait par chirurgie. Eh bien non. Ben non, c'est pas pareil. Celle qu'on ne ferme certainement pas, c'est soit les canaux Eisenmenger, parce que, encore une fois, vous avez dit que dans les obstacles de la voie droite, la CIA était soupape. Dans les hypertensions artérielles pulmonaires, la soupape, ce n'est pas tellement la CIA, parce que c'est les pressions de remplissage. Et ce qui est soupape, c'est évidemment s'il y a une CIV, et c'est le canal artériel, à tel point qu'on fait des anastomoses de POTS dans les HTAP primitives. On crée un shunt artérieux entre l'artère pulmonaire et l'aorte pour décharger en systole le ventricule droit, qui va chanter plein pot. Donc, si vous fermez un canal d'Eisenmenger, vous précipitez l'hypertension artérielle pulmonaire d'un shunt vers une mort certaine. Un Eisenmenger vit beaucoup plus longtemps. Il vaut mieux être bleu qu'avoir des pressions de remplissage élevées pour le ventricule droit, en tout cas. Et puis, vous ne fermez pas, c'est le dernier, là, les tout petits canaux artériels, canalicules, parce qu'on considère qu'un canalicule, un peu comme dans la maladie de Barlow, hein, quand ça prolapse, ça ne fuite pas, il n'y a pas de risque d'endocardite. Quand il y a un canal que ça ne souffle pas, qu'il n'y a pas de shunt systolo-diastolique, que vous n'avez pas de flux qui va jusqu'à la valve pulmonaire, vous n'allez pas le trouver, le canal. Si vous avez trouvé un canalicule, il va falloir le forcer pour le fermer. Là, on rentre vraiment dans quelque chose qui n'est pas éthique. Là, c'est intéressant d'ausculter les canaux artériels. Si vous entendez un souffle innocent, que vous avez du mal à voir le canal, vous ne les revoyez plus, ces gamins. Vous leur dites, c'est terminé, je peux. Alors, voilà les différents modèles de prothèses. Donc, vous voyez les angiographies avec les différentes formes anatomiques de canaux. Donc, on commence par une aortographie de profil, on pique l'artère systématiquement. Et puis, on peut utiliser dans les petits canaux, encore aujourd'hui, même si c'est moins en moins des coils, hein, donc on va bourrer le canal, le coil, où on va mettre des prothèses en forme de bouchon. La forme n'a pas beaucoup d'importance. Vous voyez un petit canal artériel ici qui vient lécher l'endothélium pulmonaire et la valve. Donc là, on peut se dire qu'il y a théoriquement un petit risque d'endocardie. Donc, avec le flux systolo-diastolique, on va le fermer. Donc voilà, on fait une fluoroscopie, une angiographie de profil, on confirme le tout petit canal artériel. Là, il peut le fermer par voie aortique. Donc, il va monter un coil, c'est l'avantage des coils. Ça se monte. Hein. Il va larguer le coil dans le canal. Et on contrôle la fermeture. Parfois, la spire peut déborder un peu à l'origine de l'artère pulmonaire gauche, mais rarement, elle n'est pas cause de complications. Alors là, vous avez un canal qui est plus large, on voit la dilatation des cavités gauches. Vous voyez, hein, la dilatation elle est plus importante dans ce sens-là que dans ce sens-là, même là, si elle est un peu des deux côtés, le retour V2 pulmonaire qui est augmenté, bon, un canal qui débite, hein, il n'y a pas de... Il reste restrictif. Il y a une vraie un vrai aliasing, une vraie accélération systolo-diastolique, même si je ne peux pas stricto sensu appliquer un Bernoulli. Vous avez 4 mètres sur un canal, vous n'avez pas d'hypertension pulmonaire. Là, il injecte, il confirme le canal par l'aorte. Là, par contre, il se dit, je vais mettre un bouchon. Et le bouchon, c'est ça qui est
qui est beau dans le cathétérisme interventionnel, ils sont très inventifs, les cathétériseurs, c'est qu'ils font ce que les néonates, même pas les néonates, les fœtologues décrivent, ils passent par la crosse du canal. Vous savez, dans les comptes rendus d'écho fétal, on nous décrit la crosse du canal. Elle est formidable. On voit plus crosse de canal artériel qu'un arche aortique dans une écho fétale. On voit la paix, le canal, l'aorte descendante. La première fois, je dis, oh, c'est l'isthme. Non, mais c'est le canal. Bon. Et là, il fait pareil. Il pique la veine, il passe dans le VD, dans la paix, dans le canal, il va dans l'aorte descendante, la crosse du canal. Il montre la prothèse, il la déploie dans l'aorte, et après, il va la retirer pour la mettre dans l'ampoule aortique. Vous savez, le canal, c'est comme ça. Donc, il y a une large ampoule aortique dans laquelle on peut mettre la partie supérieure du bouchon. Et c'est ça qui peut poser question chez les petits-enfants. Pas chez le prématuré. Parce que chez le prématuré, ils utilisent des prothèses très particulières qui permettent qui sont plus tubulaires, qui permettent de fermer vraiment le canal artériel sans déborder. Mais chez le canal malformatif, on doit mettre ce type de bouchon. Donc, il y a toujours la partie de l'ampoule aortique. Et si l'enfant est petit, le canal est gros, ce bouchon peut déborder un petit peu dans l'isthme aortique et créer un risque d'obstacle isthmique. Donc, ils ont parfois un petit peu de difficulté dans le moins de 5 kg, dans les très gros canaux, terme. Voilà. Donc, il reste encore quelques indications opératoires de canaux artériels vraiment très, très larges, qui peuvent, mais ça reste quand même très rare parce qu'aujourd'hui, ils peuvent fermer vraiment tout type des canaux très gros. Donc, voilà, et après, ils larguent et ils vérifient. Alors, il y a souvent du shunt intraprothétique, parce que l'emplate, c'est du nickel, hein, comme dans une CIA d'ailleurs, il y a souvent du shunt au départ. Ce qui est important, c'est qu'il n'y en ait pas en périprothétique. C'est que le trou, le lendemain, en échographie, vous avez la coupe échographique. Vous voyez ici un petit peu le débord du bouchon de l'artère pulmonaire gauche. Donc, et le lendemain, vous vérifiez que ça n'obstrue ni l'aorte ni l'artère pulmonaire. Hein, bon, le suivi au long cours, c'est des enfants qui sont guéris, hein, qui peuvent faire du sport. Alors, et je vais terminer sur 2 cardiopathies exceptionnelles, mais ça clôture les shunts artériels. Donc, dans le shunt artériel, il y a le canal, et puis il y a les trucs que vous verrez peut-être jamais, mais peut-être une fois, vous en serez content de faire le diagnostic parce que c'est rare. C'est la fenêtre aortopulmonaire. Alors, elle fait un peu physiologie en miroir avec le tronc artériel commun, sauf que la grande différence, c'est que ce n'est pas une cardiopathie conotroncale. Hein, il y a 2 valves, une valve aortique et une valve pulmonaire, et que c'est un défaut de la paroi entre l'aorte et l'artère pulmonaire. Donc, mais qui peuvent induire une symptomatologie un peu pareille, hein, c'est-à-dire de shunt absolument massif avec hypertension artérielle pulmonaire, 0,3% des cardiopathies congénitales, et que, alors, je n'ai pas d'image dynamique, on en voit une fois tous les, je dû en voir 2 fois. Voyez, cette ouverture entre l'aorte et l'artère pulmonaire ici, avec la bifurcation. C'est souvent associé à des cardiopathies. Celle-là, par exemple, qui était 15 ans à Toulouse, avait une interruption de l'arche aortique associée. Il peut y avoir aussi des anomalies de naissance de la coronaire associées à des shunts ou des CIV. Je raconte cette histoire parce que je la raconte souvent. Quand j'étais chef de clinique avec Damien Bonnet, une fois, on avait un équerre enfant malade reçu un enfant nourrisson de 2 mois qui était en défaillance cardiaque, qui avait une CIV périmembraneuse. Donc, je n'avais pas trop pensé que la CIV était due à une CIV. Bon, bref, il était au bloc opératoire. Et je me souviendrai toujours Pascal Vouet qui m'appelle en disant quel est le chef de clinique qui a fait le diagnostic. Je lui parlais incendié parce que je n'avais pas vu la fenêtre aortopulmonaire, qui n'est pas forcément facile à voir, surtout quand il y a une cardiopathie de shunt associée. Mais vous voyez, c'est un peu comme quand je vous avais dit la dilatation des cavités droites sans ostium secondum. Il faut, voilà, quand vous avez un énorme shunt, c'est vrai que c'était inhabituel d'avoir une périmembraneuse en grande défaillance cardiaque, parce que c'est très impressionnant, les fenêtres aortopulmonaires, ils sont vraiment en très grande défaillance cardiaque.
Mais voilà, donc ça m'a aidé. J'ai revu les images et quand je suis venu à Toulouse, une des premières cardiopathies, c'était une fenêtre aortopulmonaire avec interruption de l'arche aortique, dont on a pu faire le diagnostic confirmé par scanner. Et je raconte une autre histoire de fenêtre aortopulmonaire. Donc c'est 3, j'en ai vu. Et qui était un enfant qui avait été vu en fœtal pour une sténose valvulaire pulmonaire critique. Donc, on se préparait à dilater la valve pulmonaire en période néonatale immédiate. Donc, cet enfant est à la maternité, etc. Et je le vois en écho postnatal. Donc, il y avait effectivement un VD bipartite sur une sténose critique, une valve très dysplasique. Mais il y avait un truc qui était bizarre, c'est que je n'avais pas de vélocité sur la valve pulmonaire, ou peu de vélocité, voire 2 mètres, alors qu'on avait une PVD qui était isosystémique. Il y a un truc qui clochait, quoi. C'est pas possible. Le VD marchait bien, donc ce n'est pas une défaillance VD. Et donc, c'est en tournant à partir d'un signe indirect un peu inhabituel, qui est sur des coupes un peu comme ça, où on a dépisté une fenêtre aortopulmonaire associée à la sténose valvulaire pulmonaire critique. Donc, évidemment, ce gamin qui était pratiquement transféré en salle de cathétérisme a changé d'origine, hein, et a été opéré. On avait envoyé à Marine Allemang à l'époque. Hein, c'était une réanimation un peu compliquée. Il avait valvulectomisé la valve pulmonaire, fermé la fenêtre aortopulmonaire, devant le VT bipartite avait créé un bloc, laissé la CIA ouverte. Il avait fait 1 mois de réanimation très compliqué. Et puis, in fine, je l'ai revu la semaine dernière, on a pu fermer les 2 shunts résiduels. On lui avait laissé la CIA. On fait baisser la pression VD, mais il faut améliorer la compliance, ça prend des années. Et on lui avait fermé la CIA et le Blaloc qui ne s'était pas fermé. Et c'est une enfant qui, 10 ans après, totalement guérie. Parce que la fenêtre aortopulmonaire, contrairement au troncus, vous avez 2 valves. La maladie du troncus, une fois que vous avez passé le shunt, c'est une maladie de la voie droite. Parce que vous sacrifiez la voie droite pour la voie gauche. Vous utilisez la valve troncale pour la voie gauche. Et vous devez remettre un substitut de la voie droite. Et là, vous créez une maladie qui va lui durer toute la vie. Mise en place, que vous valviez ou pas, vous avez mis en place une valve de la voie droite qu'il va falloir changer. Et donc, le traitement, évidemment, ne peut être que chirurgical. Voilà une imagerie scanographique de la fenêtre aortopulmonaire. Et associée à l'interruption de marche. Donc, vous voyez la crosse du canal, AP, crosse, canal artériel, interruption de marche. Et cela, là aussi, alors là, j'en ai vu qu'un. C'est une physiologie absolument passionnante. Un gamin qui était 3 semaines, grande défaillance cardiaque. Même pas 3 semaines, je crois qu'il avait une semaine à 15 jours, parce qu'on s'était posé la question au départ, les réanimateurs polyvalents s'étaient posé la question de la défaillance cardiaque néonatale, de souffrance fœtale aiguë, ces enfants, des valves, mais en général, ils récupèrent très vite. Ils ne récupéraient pas. De ventricules très dilatés. Alors, vous aviez aussi le diagnostic différentiel de la fistule artério-veineuse, de la veine de Galien, une fistule artério-veineuse massive qu'il n'avait pas. Et ce gamin, j'ai mis le diagnostic là, il avait cette cardiopathie exceptionnelle qui était l'artère pulmonaire droite qui naissait de l'aorte. Certains pourraient appeler ça un hémitron. Branche pulmonaire, un plein canal sur l'aorte. Donc là, c'est assez joli aussi cette incidence. Vous voyez l'artère pulmonaire, le tronc, la branche gauche, et la branche droite, en fait. Et ce sont des shunts absolument massifs qui nécessitent une réimplantation. Mais là également, on a fait, enfin, c'est ce qu'on fait. J'en ai pas revu, donc théorique que je ne vois pas, j'aime bien dans la carte. Vous parlez de choses qu'on connaît. Voilà,